Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine, Stéphanie, James et Benjamin. Bonjour à vous 3. Salut Simon. Félicité sur mon nom, je remarque. Oui, mais merci James de m'avoir remplacé avec brio d'ailleurs la semaine passée. Je t'en prie. Durant la prochaine demi-heure, nous reviendrons sur le projet d'une constitution du Québec. Nous discuterons ensemble des 80 ans de la libération d'Auschwitz, comment faire devoir de mémoire envers les horreurs de l'histoire. Nous entendrons aussi l'édito de James Langlois sur quelques enjeux autour de l'intelligence artificielle. Mais avant de commencer cette émission, ma question brise-glace cette semaine, qu'est-ce que vous trouviez cool quand vous étiez enfant et dont vous riez maintenant? Stéphanie, je te vois sourire. Ben moi, c'était le fluo. Le fluo? Oh, oui, j'étais une fan finie du fluo. J'aimais bien le fluo. J'avais les petits bracelets qu'on les petits tapait bracelets comme ça. Là, qui s'enroulaient autour de notre poignet. c'est Début des années 2000. Non, 80, 90. Je pense qu'on est de la même génération, Stéphanie. Oui, puis aujourd'hui, je trouve ça, mais affreux, affreux. Fait, voilà. Et toi, James? Moi, c'est en lien avec le fluo, mais c'est le kinball. Ah! Non, moi, il y a eu une mode quand C'était j'étais le fun jeune. quand même, ça. Ouais, moi, c'est le seul sport que j'ai pratiqué, disons, On devrait de se faire une manière partie au bureau de compétitive. King Ball. Ben C'est oui. pas très compétitif, hein, le kinball. Ah non, Tout le monde gagne là-dedans. C'est le sport démocratique par excellence. Bon. Toi, Benjamin? Ben, je sais pas si je dirais que j'en ris aujourd'hui, mais l'athéisme. Moi, j'étais très, très jeune, je sais pas, à 8, 9, 10 ans, je faisais une pétition dans mon école primaire pour abolir le cours d'enseignement religieux. Évidemment. Ça a passé, ta pétition. Oui, mais le sort de l'histoire m'a donné raison, peut-être à l'époque, puis tard maintenant aujourd'hui. Je dirais pas que j'en ris aujourd'hui, mais c'est certain que je pense que c'est... de la moitié des Québécois. Non, c'est une mode qui est en train de se passer quand même, l'athéisme militant. Moi, c'était les POG. Avez-vous joué aux POG, vous? Eh oui. Quand tu y penses, c'était juste des petits bouts de carton, puis on payait une fortune pour ça. Non, mais il y en avait des plus solides quand même. Il y en avait en métal. Ah oui, OK, bon. Moi, on n'était pas de famille riche, nous. Ma grande jeunesse me prive de cette expérience que vous semblez partager. Bon, merci à vous 3 pour cette tranche de vie. On commence tout de suite cette émission avec la nouvelle qui a retenu l'attention de Benjamin Boivin cette semaine. Le 28 janvier dernier, le premier ministre du Québec a confié au ministre Simon Jolin Barrette le mandat de rédiger une constitution du Québec. Benjamin Boivin, qu'est-ce que ça donne en bon québécois, une constitution québécoise, alors qu'on n'est même pas un pays? C'est une bonne question. D'abord, une constitution, c'est pas nécessairement une chose que seuls les pays souverains ont. Là. Aux États-Unis, la plupart des États ont une constitution interne. Okay. Au Canada, certaines provinces, je pense en particulier à la Colombie-Britannique, a sa propre constitution interne. C'est un document qui sert à consolider toutes les normes, toutes les lois, toutes les conventions constitutionnelles qui peuvent exister de manière éparse dans un seul et même document, qui vise finalement à donner le ton à la marche des activités démocratiques et au fonctionnement de l'État. Qu'est-ce que ça donne en particulier dans le contexte québécois? Bon, ce projet de constitution-là, il a été proposé à de nombreuses reprises dans l'histoire. Là. Ça fait partie du discours indépendantiste québécois depuis au moins les années 60. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs militants là, qui ont voulu faire ça à travers l'histoire. Daniel Turp, qui est un prof de droit constitutionnel à l'Université de Montréal, en a fait la promotion à de nombreuses reprises lorsqu'il était député. Là, c'est la CAQ qui récupère cette idée-là. Mais c'est pas un parti au sens strict qui est souverainiste, qui veut l'indépendance du Québec. Non, d'aucune manière. La CAQ est un parti autonomiste qui a mis en place un comité dont était membre, par exemple, Guillaume Rousseau, qui est un prof de droit à l'Université de Sherbrooke, qui a été un intellectuel, une éminence grise là, du projet de loi sur la laïcité de l'État et de plusieurs autres activités du gouvernement, très proche de Simon Jolin Barrette. Et puis Sébastien Proulx, qui est un ancien ministre libéral, un ancien adéquiste également. Donc, c'est parmi les figures les plus connues du comité. Ils ont fait plusieurs recommandations qui visaient finalement à poursuivre cette démarche nationaliste, mais non souverainiste, disons, ce nationalisme autonomiste du parti au pouvoir. Et puis l'idée derrière la Constitution telle qu'elle est proposée par M. Legault, là, dont on ne connaît pas les particularités, je pense que c'est finalement d'occuper tout le maximum des sphères de pouvoir dont le Québec dispose à l'intérieur de la Fédération canadienne et peut-être même d'exercer de la tension sur certains aspects. Par exemple, dans le comité, il y avait la proposition de créer un conseil constitutionnel. Je ne sais pas si elle va être retenue par le gouvernement, mais ça modifie la constitution interne du Québec d'une manière que le gouvernement québécois ne peut pas faire de manière strictement autonome. Ça doit se faire en accord avec le gouvernement fédéral, contrairement à d'autres dispositions de la constitution interne au Québec qui, elles, peuvent être changées par le gouvernement unilatéralement. Ça a déjà été fait
à l'intérieur du gouvernement de M. Legault à quelques reprises déjà. James Langlois? J'ai entendu dire qu'une constitution allait cristalliser une vision de la politique, soit progressiste ou conservatrice. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, c'est une question intéressante. Est-ce que c'est le but d'une constitution, finalement, de donner raison à une partie du débat public par rapport à l'autre? Les constitutions, en général, ont pour vocation de décrire le fonctionnement des institutions. Certaines, comme la Constitution française ou la Constitution américaine, portent en elles-mêmes un discours idéologique manifeste, libéral, républicain. Et il est évident que le gouvernement de M. Legault cherche à se servir de ce débat constitutionnel-là pour introduire dans la Constitution des principes qu'il juge caractéristiques de l'identité québécoise, comme la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes, différents autres principes qui, en réalité, sont universels et qui n'ont rien de particulièrement québécois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une telle Constitution québécoise aurait certains principes qui seraient soit contraires ou au moins en tension avec la Constitution canadienne? Oui, bien, il faut voir que ce projet de Constitution est mené en même temps qu'un autre projet de loi, qui est un projet de loi cadre sur l'accueil des immigrants au Québec, qui vise à rompre avec le multiculturalisme canadien, qui est vraiment un principe constitutionnel dans l'ordre politique canadien. Il est inscrit dans la Constitution, il est décrit comme un mode de fonctionnement qui doit traiter les activités de toutes les institutions et de toutes les lois. Et donc, le gouvernement du Québec cherche à mettre dans sa Constitution un autre principe alternatif, dont certains vont dire que c'est l'interculturalisme, d'autres vont parler de la culture de convergence, un concept qu'on doit à Fernand Dumont, qui a parlé de ça dans un livre « Raison commune » il y a maintenant de ça plusieurs années, et qui est une influence dans ce milieu laïcard dont Guillaume Rousseau, Simon-Jolin Barrette et M. Legault sont des représentants importants actuellement. Est-ce que vraiment une Constitution québécoise peut aider à protéger la culture ou l'identité québécoise? Parce que c'est ce qu'avance en ce moment le gouvernement Legault. Bien, certains vont dire que oui, d'autres vont dire que non. Il est certain que si la Constitution prétend mettre en place des principes qui, en réalité, sont des universaux du libéralisme, là, comme la séparation entre l'Église et l'État, l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça ne distingue en rien. Je veux dire, ça peut être des bonnes choses à inscrire dans une constitution d'un pays si on adhère aux principes libéraux, si on pense qu'ils sont bons, mais ça signifie absolument rien du point de vue de la culture québécoise et de ce qui la distingue. Je veux dire, il n'y a rien de différent dans ces principes-là entre le Québec, le Canada, les États-Unis, les différents pays européens. On a des différentes modalités d'application de ces principes-là, mais ils sont assez universels. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre le sirop d'érable, la ceinture fléchée, les colocs dans notre Constitution? Bien, tu te moques un peu, mais certaines constitutions, comme la Constitution française, nomment des symboles nationaux explicitement dans le texte constitutionnel. La France décrit le français comme la langue de la République, par exemple, décrit certains symboles nationaux et leur accorde une importance qui est symbolique, qui est majeure. La Constitution canadienne le fait à sa manière, sous un certain rapport. Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'on va aller avec la Constitution québécoise? Je ne sais pas. Chose certaine, c'est que les milieux fédéralistes québécois actuellement ont tendance à être pour la proposition constitutionnelle. Ils en ont même fait une proposition qui leur est propre il y a quelques semaines, quelques mois. Et le milieu plus nationaliste du Parti québécois, par exemple, se montre hostile dans la mesure où ils vont dire ça, c'est comme une espèce une patente qu'on va mettre en place pour donner l'impression aux Québécois qu'ils ont une autonomie dans le contexte canadien, alors que finalement, ça ne permet pas d'accomplir concrètement d'accomplir des objectifs politiques qui sont ceux des nationalistes. Des objectifs qui sont parfois partagés entre M. Legault, qui est autonomiste, et M. Plamondon, qui est souverainiste, comme par exemple sur la manière d'intégrer les immigrants à la société québécoise, puisque finalement, ce pouvoir-là appartient pas au Québec en particulier, et le Québec n'a pas de pouvoir de changer ça, même s'il adopte en grande pompe une constitution québécoise. Est-ce que ce qui fait pas davantage une culture ou un peuple, c'est pas justement son histoire, le récit qu'il se raconte de son identité, plus qu'une charte de loi ou de principes abstraits? Ben oui, tout à fait. Ce qui fait l'identité d'un peuple, c'est les différents impondérables, finalement, de la culture, qui peuvent pas vraiment être garantis par un texte de loi, qui peuvent être garantis, finalement, par un amour commun. L'amour commun de certaines choses, comme un héritage religieux, un héritage linguistique, des pratiques, des codes culturels partagés, qui ne peuvent être garantis que par l'amitié civique, l'amitié entre les différents citoyens qui désirent vivre ensemble et qui désirent voir leur société se perpétuer à travers le temps. Et peut-être que l'adoption d'un projet de loi constitutionnel comme celui-là est l'expression de cette amitié civique. On peut l'espérer, mais il n'en est certainement pas la garantie. On verra qu'est-ce qui arrivera de ce projet de constitution québécoise. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Mon plaisir.
James Langlois, il y a eu du développement cette semaine dans le monde de l'intelligence artificielle. Oui, puis Simon, puis c'est inévitable qu'il y en ait, parce que, comme on le dit depuis l'apparition là, de ChatGPT, là, la pâte à dents est sortie du tube. Bon, croyez-moi, là, comme un vrai tube de pâte à dents, quand tu crois qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Mais c'est ça qui est un peu inquiétant avec toute cette histoire d'IA, c'est qu'on dirait qu'elle n'a pas de fin, qu'elle ne peut pas avoir de fin, en fait. On dirait qu'elle pourrait toujours s'améliorer, grossir, devenir de plus en plus performante. C'est à croire que finalement, c'est pas juste la nature humaine qui est perfectible. On dirait presque qu'elle va se reproduire elle-même. Littéralement. Puis là, je parle de grossir. Puis cette semaine, les Américains, qui ont justement l'habitude de tout faire en gros, ont été pris de court, c'est le cas de le dire, par DeepSeek, une intelligence artificielle chinoise qui est vraiment plus performante que tout ce qui existait jusqu'à maintenant et qui nécessite, semble-t-il, une base informatique avec même des plus petites pièces. C'est pas mal à l'image des Chinois, finalement. Oui, c'est ça. Beaucoup moins d'énergie, ce serait plus écologique, qu'on dit aussi. Ben oui, d'une certaine manière. Là, je reviens à cette impression d'amélioration continuelle. Il y a un temps, en technologie, on parlait toujours de high-tech, hi-fi. Plus récemment, on était beaucoup dans le cloud. Hein? Tout était toujours vers les hauteurs, l'infini et plus loin encore. Bien là, observez les noms. On est parti de la hauteur pour s'en aller toujours de plus en plus en profondeur. DeepSeek, DeepMind, Deep AI, Deep Learning, Deep Face. On creuse. Continuez, vous pouvez creuser longtemps. La profondeur, l'apprentissage, la quête, l'esprit, on se rapproche toujours plus d'une personnification des technologies. Pire encore, on les appelle Claude, Leonardo, Father Justin. Ils nous parlent au jeu, imaginez. Tout ça, c'est un drôle de paradoxe dans un monde où on tente de technifier le vivant. Là, ici, on cherche à vivifier la technique. Bon, vous le savez peut-être, mais nous, ici, au Vert Média, on a fait le choix de mettre un frein à l'utilisation de tout ce qui est IA générative. Donc, on garantit que nos contenus sont 100% intelligence artificielle humaine et, espérons-le, 100% divine aussi. À minuit, hier soir, tu n'as pas demandé à l'IA de compléter ton édito? Non, même si la tentation était grande. En tout cas, s'il le fait, il ne nous le dira pas. C'est ça. Ça, c'est justement dans le but de prioriser les relations humaines plutôt que l'efficience. Ça fait que, par exemple, je dérange tout le monde alentour de mon bureau pour trouver un synonyme au lieu de demander à Claude. Je demande à Benjamin, qui est pas mal moins smart quand je le dérange. Bon. Justement, le Vatican vient de lancer un texte cette semaine qui s'appelle Antiqua et Nova. Pas encore traduit en français, mais le beau-frère de ma belle-sœur, lui, qui en a fait un résumé en italien, que des journalistes francophones ont traduit en français et non pas DeepL. Vous voyez, ils auraient pu utiliser DeepL au Vatican, mais ils n'ont pas, eux aussi, une grande quête d'efficience. Puis de fait, leurs traductions sont généralement médiocres. C'est ça. C'est DeepL ou DeepHell au Vatican? DeepL. C'est un jeu de mots sur enfer, mais... Ah, mon Dieu! Les H aspirés, c'est pas ta force. Trop profond pour moi. Tout ça pour dire que Antiqua et Nova explique justement que l'IA peut favoriser des connexions. Ben oui, ça, on n'a pas de doute. Chaque logiciel d'IA demande de se connecter. Mais à l'inverse, il dit aussi que l'IA encouragerait un paradigme technocratique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot-là? Pour l'expliquer simplement, ça, c'est quand je pense que je vais régler toutes mes frustrations causées par mes enfants en achetant la iFloor Pro qui aspire, lave et nettoie mon plancher en même temps. C'est très sérieux. Toute cette personnification ou, attention, anthropomorphisation, ce mot-là, c'est très payant au Scrabble. Tu as réussi à le dire d'une shot, en plus, c'est bon. Toute cette anthropomorphisation de l'IA nous encourage à comprendre les relations humaines de manière utilitaire, ce qui fait dire au Vatican que c'est erroné de représenter l'IA comme une personne. C'est un méchant jab à Catholic Answers puis Father Justin. Oui. Remarquez que ce n'est pas seulement les cardinaux à Rome qui pointent vers des dérives possibles de l'IA. Il y a aussi Benjo, cette semaine, pas le magasin à Saint-Roch qui vient de fermer, mais Yoshua Benjo, qui est notre expert montréalais, qui a dirigé et publié le premier rapport international sur la sécurité de l'IA. Bon, avec toutes ces réflexions, je vous annonce qu'aujourd'hui, en bon catholique, je suivrai désormais les recommandations du Vatican et j'arrêterai de parler d'intelligence artificielle pour plutôt parler de production artificielle. Parce que la seule forme d'intelligence créée qui existe est humaine. Soyons honnêtes, hormis toutes les stupidités artificielles que l'on peut faire avec ces technologies. Je suis pas d'accord avec toi, il y a des anges aussi, mais bon. Ouais, tu as raison. Dieu, évidemment. Avec toutes, non, pas créer Dieu. Non, c'est vrai, pas créer. Bon, toutes les distinctions, là. Toutes les stupidités artificielles que l'on peut faire avec ces technologies, tous les bienfaits possibles sont dans le seul but, finalement, de quoi? D'éviter de souffrir ou de mourir. On cherche la vie éternelle ou, comme l'a si bien formulé Dyson sur l'emballage de ma nouvelle balayeuse, notre mission est simple, trouver des solutions à des problèmes que d'autres ignorent. Vous trouvez que ce que je viens de dire, ça fait pas de sens? Moi non plus. Comme quoi, on n'a pas besoin de machine pour avoir l'air profond. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci pour ton édito très intelligent. Je t'en prie, très profond. Le 27 janvier dernier, on commémorait le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz.
Notre question de discussion choisie par Stéphanie Grimard cette semaine, comment faire devoir de mémoire envers les horreurs de l'histoire? C'est une question assez lourde, Stéphanie. Ouais. On est tous d'accord qu'il ne faut pas oublier les horreurs de la Shoah. Mais justement, comment bien le faire? Ça, c'est pas toujours évident. Exactement. Puis, c'est ça, comme tu l'as dit, le 27 janvier, non seulement c'est le 80e anniversaire cette année, mais en fait, c'est une journée qui avait été décrétée par l'UNESCO comme étant la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et pour la prévention des crimes contre l'humanité. Donc, c'est ça aussi, il y a la notion de faire quelque chose pour le futur, de prévenir que ça se reproduise. Mais là, il y a une question. On peut rappeler, c'est vrai, ce qui s'est passé à Auschwitz. Plus d'1 100 000 personnes tuées, exterminées. C'est un camp de concentration, mais aussi un camp d'extermination. 90 % étaient des Juifs, donc c'est des choses qu'on sait, les atrocités de ce qui s'est passé pendant cet épisode-là. Mais il y a une question qui a émergé il y a une dizaine d'années qui, moi, m'interpelle en particulier. C'est est-ce qu'on doit investir des sommes assez importantes pour restaurer, pour préserver les bâtiments qui sont à Auschwitz? On parle ici des prisons, des fours crématoires. Les bâtiments, oui, exactement. Parce que là, tout ça se détériore, évidemment, par le temps qui passe. La nature reprend le dessus, il y a de la mousse, les fondations sont à refaire. Donc, mais il y a des questions encore plus prenantes, comme par exemple, il y a des cheveux qui sont en exposition qui se défont, qui vont finir en poussière, parce que c'est des restes humains. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est ça, là, on a encore les survivants aussi qui peuvent témoigner de ça. Il en reste 245 000 à peu près à travers le monde. Il y a beaucoup de documents vidéo qui ont été produits, aussi photographiques ces dernières années, mais là, dans le fond, je comprends qu'il y a un enjeu. D'un côté, on veut faire mémoire de cette horreur de l'histoire pour ne pas la répéter, mais de l'autre, jusqu'où on va pour ne pas l'oublier. C'est ça. Puis, évidemment, les arguments pour nous viennent à l'esprit en premier, tu sais, de garder en mémoire ce qui s'est passé, contrer le négationnisme, prendre conscience de tout ce que l'être humain est capable de faire en termes d'atrocité, tout ça. Il y a aussi l'argument économique parce que ça amène une manne touristique assez importante. Ça fait vivre un peu les gens de cette région-là. Mais justement... Toujours de manière respectueuse. Exact. On voit des gens qui vont là pour faire des selfies de manière un petit peu rigolote des fois, alors que ça ne convient pas tout à fait. C'est ça. Il y en a qui dénoncent un peu qui disent que c'est une espèce de parc à thème où est-ce que tu vas juste te promener en espérant revivre l'expérience de ces gens-là. Mais au fond, le nombre de personnes qui sont là, le contexte fait en sorte que le recueillement est presque impossible. Le vrai sentiment de dire on fait mémoire, on prend conscience de tout ça. C'est ça, il y en a qui disent, en fait, c'est tellement un épisode inhumain qu'il faudrait laisser la nature effacer toute trace de cet épisode-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand on parle de se souvenir des événements douloureux, que ce soit personnel de notre vie ou collectif, de s'enfermer dans quelque chose de décourageant, de dépressif? Une sorte de culpabilité. Si on est coupable d'une culpabilité mortifère, alors que ce n'est pas nécessairement nous qui l'avons fait, mais nos prédécesseurs, ou une victimisation exagérée aussi. Donc, ça, c'est quand même une question que je me pose. Bien oui, moi, je prends l'exemple. Ma mère est allemande, puis elle est née tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis elle porte ce sentiment-là. D'ailleurs, elle a dit, moi, je ne peux pas aller mettre les pieds dans un camp de concentration. Ça serait trop difficile. Parce que eux, cette génération-là, se sont fait montrer, regardez ce que vos parents ont fait. Ils se sont fait carrément inculquer cette culpabilité-là. Alors que les générations plus récentes se disent, c'était pas nous, c'était nos grands-parents, c'était nos arrière-grands-parents, donc se détachent un peu aussi. Mais de fait, ce phénomène-là montre peut-être l'utilité de maintenir ces installations-là en place. Évidemment, c'est une question difficile, puis c'est pas évident, là. C'est quoi la meilleure chose à faire dans ces circonstances-là? C'est quoi la prudence dans cette situation-là? Mais chose certaine, c'est qu'on connaît à notre époque une recrudescence d'une forme d'antisémitisme détestable publiquement affirmée. Oui. Dans plusieurs pays en Occident, un peu partout dans le monde, en fait, des gens qui se sentent beaucoup plus libres maintenant que dans les dernières décennies de critiquer le monde juif de façon collective en réitérant des postures, des stéréotypes, des manières de parler de l'expérience juive qui sont pas si éloignées, finalement, de la propagande qu'on connaissait à l'époque du national-socialisme. Absolument. Et donc, il est sûr que tout passe. Il est certain que les bâtiments, il n'y en a aucun qui reste. Tout bâtiment qu'on peut constater un jour va connaître sa fin. Les pyramides. Les pyramides se détériorent, tout passe. Mais bon, est-ce que c'est maintenant le moment pour dire on va arrêter d'investir des ressources pour maintenir ces infrastructures-là en place? Parce que finalement, on voit bien qu'elles n'ont pas fini d'accomplir leurs objectifs. On voit bien que des générations plus jeunes d'Allemands, d'Européens, même d'Américains, de Nord-Américains,
en général, ont besoin de continuer d'être exposés à cette histoire-là parce qu'elle est aujourd'hui plus ignorée et moins bien comprise. Et sans dire que cela cause une recrudescence de l'antisémitisme, on constate que les deux se produisent en même temps. J'entendais Elie Wiesel, un survivant des camps de concentration en France, dire que malgré tous leurs efforts, il a le sentiment qu'il a échoué parce qu'aujourd'hui, une large proportion, je n'ai pas le pourcentage, mais des jeunes Français en France, ignorent. C'est 20 près de 18 en fait, ignorent ce que la Shoah. Ils ne savent pas. Oui, quand même, c'est impressionnant. Ça doit être le pourcentage plus élevé en Amérique encore. J'imagine. Donc, c'est un devoir d'éducation aussi. Mais quand tu dis, mais jamais tout passe, mais je pense aussi à tout ce qui s'est fait en littérature qui peut perdurer dans le temps aussi. Tu sais, je pense à Primo Levi ou Georges Samproun qui ont écrit là-dessus. Ça peut quand même aussi peut-être être une autre manière de faire mémoire, de faire... Je pense que le postulat de maintenir ces installations-là, c'est de dire, les écrits, en un sens, on peut toujours les remettre en question, dire que c'est de la fiction. Il y a toute une littérature négationniste sur les écrits, comme le journal d'Anne Frank, par exemple. Puis, je veux dire, on a un journal sur papier. On peut en questionner avec une méthode historico-critique l'authenticité. Mais je veux dire, lorsqu'on est dans les lieux, lorsqu'on visite les bâtiments, ils sont là, puis ils sont représentatifs d'une action qui a été accomplie et qui dont manifestement les leçons n'ont pas été entièrement apprises. On parle de comment bien faire mémoire des horreurs de l'histoire. Dans la tradition juive, le peuple hébreu, si on relit l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament pour ce qui est des chrétiens, on voit que faire mémoire, c'est essentiel, se souvenir. Les Juifs vont souvent répéter ça à Dieu, souviens-toi, ou Dieu va le commander au peuple, souviens-toi du jour du sabbat, par exemple, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Mais toujours, il y a la dimension positive aussi. Souviens-toi que tu as été libéré par le Seigneur ton Dieu. Qu'une promesse a été faite. C'est ça. Donc, on se souvient des promesses de Dieu. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un équilibre à avoir dans la mémoire du mal, de se souvenir aussi qu'il y a eu une fin à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une libération, une victoire des Alliés. Il y a eu des leçons qui ont été tirées positives de ça. Puis c'est une manière de peut-être pas sombrer dans le cynisme ou le désespoir, justement, de se souvenir du côté lumineux ou du bien qui en est sorti. C'est ça, mais encore là, il faut avoir comme une forme de réconciliation avec cette histoire-là, parce que si on regarde juste le passé d'une manière négative, puis pour la majorité des gens, je pense que la Shoah a posé cette question-là à l'humanité. Ouais, mais Dieu était où? Tu sais, Dieu, il faisait quoi? Alors, si on reste avec cette posture-là, difficile après de voir le bien qui en est sorti. C'est sûr, mais en même temps, je veux dire, c'est facile d'une certaine manière de dire ça pour nous qui ne sommes pas juifs et qui n'avons pas d'ancêtres qui ont fait l'expérience des camps de concentration. Mais la réconciliation avec cette mémoire-là, le développement d'un regard d'espérance sur les bonnes choses qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vraiment comme une critique universelle de l'antisémitisme qui s'est établie à partir des années 50 dans la plupart des pays occidentaux. Je veux dire, la réconciliation avec tout ça, c'est pas nous qui allons l'accomplir. On peut chercher à l'accomplir en accompagnement avec le monde juif, mais on peut pas la réaliser nous-mêmes. Et de fait, les raisons sont bonnes de penser que du point de vue du peuple juif, de la société juive qui existe encore aujourd'hui, il est encore nécessaire d'appuyer fortement sur cette souffrance-là, parce qu'il y a une menace constante. Ouais. Mais une victoire aussi, je reviens là-dessus, c'est-à-dire que les ténèbres, la lumière l'a emporté sur les ténèbres. Toute l'histoire juive, bien avant la Shoah, est remplie d'histoires de persécution et d'horreur, mais quand on relit l'histoire, on voit que le peuple juif survit malgré tout. Ouais. Et donc... Contre toute espérance, pourrait-on dire, des sociétés qui existent depuis des milliers d'années, comme le peuple juif, il n'y en a pas énormément. Je veux dire, les Romains, ils n'existent plus. Les Grecs n'existent plus. Les barbares qui ont envahi l'Empire romain, qui l'ont mené à sa perte, n'existent plus, eux non plus. Oui, et le peuple juif survit toujours. Chez les chrétiens, on va dire de faire mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Donc, il y a vraiment ces deux côtés. On nie pas le mal, mais on rappelle que le bien l'emporte toujours ultimement sur le mal. En tout cas, moi, je me dis que c'est peut-être une manière de bien faire mémoire du mal, c'est-à-dire en ne l'isolant pas, mais en le mettant dans un contexte plus large. Puis en essayant de regarder vers le futur aussi, de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, puis essayer de faire émerger du positif aussi. Ouais. On a lancé cette discussion sur un sujet difficile. Vous pouvez nous donner votre avis, particulièrement en nous écrivant à verbomoteur@commercial-le-verbe.com ou encore en commentant notre émission sur notre page YouTube. Stéphanie Grimard, tu es allée voir au cinéma le plus récent film sur la vie de Bob Dylan.
Oui, A Complete Unknown, ça s'appelle. C'est en version originale. Donc, ça parle des débuts, surtout de Bob Dylan, de son arrivée à New York, et aussi sa transition qui a été assez... qui a choqué beaucoup ses fans entre la guitare acoustique et la guitare électrique. Fait que c'est beaucoup cet épisode-là qui est mis en scène. Mais, avec le merveilleux Timothée Chalamet. Oui, j'allais le dire à la fin, c'est ça. C'est pour les fans de Bob Dylan, mais les fans de Timothée Chalamet aussi, c'est lui qui joue la guitare, il est parfait là-dessus. Beaucoup de films avec Timothée Chalamet sont pour les fans de Timothée Chalamet plus que pour le... Mais c'est parce qu'il est parfait. Mais c'est ça, le film aurait aussi très bien pu parler d'un autre épisode de la vie de Bob Dylan, une autre transition très importante et assez méconnue, sa conversion au christianisme à la fin des années 70, quand il avait 38 ans. Pour l'anecdote, c'est un fan qui lui aurait lancé un crucifix sur la scène, il l'aurait gardé. 2 jours plus tard, il y aurait eu une apparition du Christ qui venait à poser sa main sur lui. Donc, toutes les années 80, c'est ça, il se faisait accompagner par des chanteurs de gospel. Puis c'est ça, les fans, encore là, ont réagi très fortement. Il y avait des anti-chrétiens qui venaient à ses shows puis qui réclamaient ces autres chansons qui chantaient auparavant. Il a même rencontré le pape. Il est allé chanter pour le pape Jean-Paul II en 97. Et dans une entrevue assez récente de 2022, il se disait vraiment comme une personne religieuse qui lit les Écritures, qui prie régulièrement, même les saints. On retrouve dans ses paroles aussi quand même certaines références. La plus connue, peut-être, c'est And the first one now will later be last, qui fait référence à Matthieu 20, verset 16. Il parle de Mother of Our Lord, à un moment donné, la mère du Seigneur. Donc, voilà, je le recommande pour... Tu recommandes ce film? Oui. Ça s'appelle A Complete Unknown, en français, Un parfait inconnu, de James Mangold, et c'est présentement à l'affiche dans tous les bons cinémas près de chez vous. On se laisse cette semaine sur la nouvelle chanson Kaléidoscope du musicien franco-ontarien Damien Robitaille. C'est tiré de son futur album Ultraviolet, apparaître le 14 février prochain. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner gratuitement au magazine Le Verbe. Alors, c'est un magazine conjugue foi et culture contemporaine. Il suffit de vous rendre sur leverbe.com pour tous les détails. Merci à Marianne Martin, Marie Laliberté à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.